Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième débat de la bourse au quotidien. Alors comme la semaine dernière, je suis avec Philippe Béchade et Eric Lewin pour commenter l'actualité de la semaine. Nous allons commencer tout de suite. Alors premier sujet, le non-événement de la BCE hier. Mario Draghi a dit qu'il continuerait le QE. Basta, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet ? Pour l'instant, je prends la parole avant Philippe. Comme ça, j'aurai quelques secondes. Non, pour l'instant, on avait très peur qu'il y ait un tapering, c'est-à-dire qu'il arrête sa politique de rachat d'actifs d'ici fin 2017. Pour l'instant, il n'a rien dit. Donc, ça a un petit peu rassuré les marchés. Mais quand on voit hier l'évolution des changes et l'évolution des indices actions, on peut se dire que c'est vraiment un non-event. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'à partir de début 2018, on pourrait passer de 60 à 40 milliards. En termes de politique de rachat d'actifs, à condition que l'économie européenne aille mieux, à condition que l'inflation reparte et soit au-dessus de 2%. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose du côté de l'inflation, si ce n'est quelques frémissements dans l'inflation salariale en Allemagne. Donc vraiment, c'est vraiment un non-event. Ce genre de réunion de la BCE, il faudrait faire ça tous les 3 mois, comme ça on aurait quand même des choses plus intéressantes à dire. Philippe, un mot sur Mario Draghi hier ? Oui, l'inflation, M. Draghi l'a expliqué, c'est un effet de base. Effectivement, les matières premières, le pétrole était très bon marché, début 2016, ça s'est renchéri fin 2016. Il y a eu, en plus de ça, la hausse du dollar. On paye notre pétrole en dollars, donc ça a encore aggravé les choses. M. Draghi a quand même dit que le QE pouvait être éventuellement amplifié et non pas réduit. Bon, c'est pour maintenir les marchés effectivement dans l'état d'esprit d'une politique ultra-accommodante, ce qui a d'ailleurs très très bien fonctionné hier soir puisqu'on a vu tous les taux européens se tendre de 4 à 8 points de base, 4 points en Allemagne, en France, en Italie et jusqu'à 8 points au Royaume-Uni, dans le sillage d'ailleurs des taux longs américains. Oui, alors le Royaume-Uni, justement, cette semaine, Theresa May donc, était très attendue pour son discours relatif au Brexit. Les marchés se sont fait peur, c'était lundi je crois un petit peu en se disant « Ouh là là, hard Brexit, qu'est-ce qui va se passer ?» Finalement, ouf, tout s'est bien passé. Theresa May a dit qu'elle allait travailler à un Brexit dans une entente, une harmonie cordiale, en gros. Ce qu'elle a surtout dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raison que l'Angleterre ait ultérieurement de plus mauvaises relations juridiques et commerciales qu'avec les autres pays de la planète avec lesquels le Royaume-Uni travaille. Donc ça, on a bien compris qu'elle souhaitait quand même que les futurs accords ne soient pas plus défavorables que ce qui prévaut, par exemple, pour les relations entre l'Angleterre et la Suède, ou l'Angleterre et la Suisse, ou d'autres pays proches de l'Europe. On peut lui faire confiance. Ce qu'elle a surtout dit, c'est que l'Angleterre souhaitait reprendre véritablement le contrôle de ses frontières, de l'immigration et une autonomie juridique et de politique et géopolitique d'ailleurs, tout simplement. Donc c'était bien l'esprit du Brexit tel qu'il a été voté. Mais alors Eric, est-ce que justement il n'y a pas des petites entreprises françaises on a eu quand même un peu une frayeur depuis juin le Brexit. Est-ce qu'il y a des petites entreprises françaises justement qui vont pouvoir continuer à travailler en Angleterre et sans la crainte des marchés Eurotunnel, ils ont dit qu'ils ne seraient pas impactés. Du côté d'Europecar et de Sopra Steria, il n'y a pas du tout non plus de surprise défavorable à attendre. Sopra travaille avec le secteur public britannique, donc il n'y a pas de souci. Juste un mot pour compléter ce qu'a dit Fifi sur l'économie britannique. En réalité, moi j'ai le sentiment qu'on a peut-être vu les plus bas sur la livre sterling face à l'euro et face au dollar. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'inflation importée au Royaume-Uni. On est sur un train de 1,6% d'inflation. On est au plus haut depuis mai 2014. Et cette année, on pourrait avoir 2,7% d'inflation, ce qui est beaucoup. Ce qui pousse d'ailleurs le chancelier britannique et le patron de la Banque centrale à indiquer qu'attention à l'inflation. Alors moi, je ne parle pas encore de hausse des taux en Grande-Bretagne, c'est un peu tôt, c'est sans doute pour 2019. Mais attention à ce frémissement d'inflation, ce qui veut dire que peut-être que la livre sterling a mangé son pain noir et pourrait recommencer à monter. De toute façon, les grandes entreprises en ont largement profité. Si le FTSE est quasiment à son plus haut historique, c'est bien parce que la livre sterling a tellement baissé que les entreprises britanniques gagnent de plus en plus de parts de marché. Alors justement, vous parlez de la parité de la livre sterling. Juste un petit point sur celle de l'euro, puisque en attendant, on va avoir les publications de résultats. Là, principalement, elles ont un petit peu commencé, mais des entreprises du CAC 40.
surtout la semaine prochaine, avec l'euro faible qu'on a eu par rapport au dollar. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats qui soient meilleurs ou en tout cas de bons résultats? La force du dollar va certainement avoir avantagé de nombreuses exportatrices, ça c'est évident. Est-ce que l'effet est durable? C'est compliqué parce que en fait, la progression des bénéfices aux États-Unis, elle est de 0,6%. Hein. Contre 6% attendu selon les prévisions, non? C'est pas ce qu'on avait dit la semaine dernière. On est en fait sur des résultats relativement faibles. Sauf pour les bancaires quand même. Mais les banquiers... Morgan, Goldman, c'est quand même des très bons résultats. Alors, uniquement grâce à l'activité de trading notamment obligataire, trading sur devises, et l'essentiel des résultats, c'est fait, en fait, depuis l'élection de Trump. Enfin, ça va commencer avec le Brexit, ça s'est largement accéléré avec Trump. Quand on regarde les autres activités des banques américaines, ça stagne quasiment, stagnation dans le crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit automobile. C'est vraiment très mou aux États-Unis. Heureusement qu'il y a eu le coup de booster et qu'il y a eu de la volate et que ça a permis effectivement de gagner sur le trading. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a plus une baisse du crédit aux États-Unis, de l'activité crédit aux États-Unis? C'est pas une baisse, c'est une quasi-stagnation. Juste pour rejoindre ce que vient de dire Philippe, sur la parité euro-dollar, en fait, les grands groupes se couvrent, enfin quand même beaucoup. À part pour les Airbus, les Safran, qui vraiment profitent d'un dollar fort, donc d'un euro faible pour gagner les parts de marché, tous les grands groupes se couvrent, il y a des couvertures de change qui sont mises en place. Donc l'impact des changes, en réalité, est assez marginal. C'est beaucoup plus important sur les petites sociétés, parce que très souvent, les petites sociétés n'ont pas les moyens de se couvrir. Hein. Vous savez que la couverture de change coûte très cher. Quand vous devez couvrir une facture, ça coûte beaucoup d'argent. Les grands groupes le font, les petits groupes beaucoup moins. Donc pour les grands groupes, il y a vraiment un impact neutre plus. Alors il peut y avoir, ils vont faire, au lieu de faire plus 7%, ils vont faire par exemple plus 9,5%. Mais il n'y a pas non plus d'énormes impacts en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, sauf dans le secteur de l'aéronautique et peut-être un petit peu dans le luxe. Mais alors c'est dommage, je veux dire que l'effet euro faible n'a finalement pas profité à l'économie française, européenne. Ce que les gens savent peu, c'est que je crois que pratiquement 100% des valeurs du CAC 40, en fait, elles ont leur propre banque. Donc la couverture leur coûte rien. Ouais, elles n'ont pas besoin de verser des commissions à une banque extérieure qui va leur faire la couverture. Les sociétés du CAC 40 sont généralement adossées à une banque. Je referme la parenthèse. Maintenant, puisqu'on parlait d'échange, il y a une monnaie dont j'ai envie de dire deux mots, c'est quand même le rouble. Alors, il y a eu les sanctions, il y a eu tout ce qu'on veut. Et puis, on a découvert un nouveau personnage. Elle s'appelle Nabiullina. C'est la présidente de la Banque centrale russe. Et elle est considérée aujourd'hui par les spécialistes comme une des meilleures techniciennes de la monnaie sur cette planète, peut-être même meilleure que Mac Carney en Angleterre. Alors... Il faut se poser la question, quels vont être les premiers décrets annoncés par Trump ce soir? Est-ce qu'il va rapidement dire qu'il veut relever certaines des sanctions qui pèsent sur la Russie, sanctions commerciales? Est-ce que l'Europe va suivre? Si tel est le cas, il va falloir s'intéresser à toutes ces entreprises françaises qui exportaient ou qui faisaient beaucoup de business avec la Russie, qui en font beaucoup moins. Alors évidemment, on pense naturellement à tout ce qui est agroalimentaire, ça va de soi, mais il y a également les banquiers et les assureurs. Plus Target, qui fait des revêtements. Juste un mot, puisque Philippe a rebondi sur Trump. Encore deux couacs cette semaine. Oui. C'est quand même mon carton rouge de la semaine. Ça fait tous et Philippe, mais je pense que c'est pas pour ça. D'abord, la débilité de dire je ne suis pas pour un dollar fort, alors que son secrétaire d'État au Trésor, Mnuchin, a dit l'inverse. Alors qu'on sait très bien que la politique économique de Trump est ultra inflationniste. Quand vous faites 1000 milliards de dépenses d'investissement, c'est inflationniste. Et donc, mécaniquement, ça provoque une hausse des taux. Et donc, mécaniquement, ça provoque une hausse du dollar. Et puis, l'autre couac stupide, c'est sur BMW au Mexique, en disant attention, BMW, on va vous donner un grand carton rouge si vous construisez une usine au Mexique. Le problème, c'est que la plus grande usine au monde de BMW est aux États-Unis. C'est en Caroline du Sud, ça ne vous a pas échappé, mon cher Philippe. Et que depuis 22 ans qu'elle a été créée, BMW a dépensé 9 milliards d'investissements et il y a eu 38 000 emplois créés aux États-Unis, notamment chez les sous-traitants. Donc, quand on voit tous les couacs autour de Trump, et sans parler de Mnuchin, qui a eu une audition extrêmement compliquée hier dans le Sénat américain, plus que compliqué, Philippe l'a suivi, puisqu'on lui reproche son rôle dans la crise des subprimes en 2008, et sans doute, peut-être, quelques manipulations financières alors qu'il était chez Goldman Sachs. Bref, Trump, c'est ce soir 18h, on sera tous devant notre poste de télévision, mais je crois que vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai très peur que ça soit des couacs, des tweets, enfin, une politique vraiment à l'emporte-pièce.
US et j'ai assez peur, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur les indices américains. C'est pas gagné, les 20 000 points ne sont toujours pas gagnés. Oui, c'est ce qu'on. De toute façon, la politique, elle emporte-pièce. Déjà, on a commencé à en avoir un aperçu, je pense, depuis que Trump a été élu. Indice au top, malgré tout. Philippe, vous aviez un mot à dire dessus, les indices américains? Oui, très symboliquement, on va atteindre 3,3 fois la capitalisation qu'on observait le 19 janvier 2009, lorsque Obama a prêté serment pour la première fois. Donc en 2 mandats, les indices US ont été multipliés par plus de 3. Et ce qui est amusant... Donc en 8 ans, les indices américains ont fait x3. J'aurais mis 1 000 euros il y a 8 ans, enfin 1 000 $ il y a 8 ans. Vous en auriez effectivement 3 300. Grosso modo, c'est ça. Mais il fallait effectivement donc acheter. La bourse, ça monte, il fallait acheter au plus bas. La bourse, ça monte. La bourse, là, c'est plus que ça monte. Là, c'est une espèce de montgolfière avec une sorte d'enveloppe extensible qui est quasiment à l'infini. Alors, moi, j'ai remarqué aussi que depuis que Obama a été élu, la dette américaine a doublé. Elle atteint 20 000 milliards $. Oui, c'était votre article d'hier de la bourse au quotidien. Le Dow Jones atteint 20 000 points. Donc, on peut presque dire que depuis qu'Obama a été élu, 1 milliard de dettes supplémentaires égale 1 point de Dow Jones. Alors, si M. Trump rajoute 10% de dettes supplémentaires, on va à 22 milliards d'ici fin 2017. Donc, on aura un Dow Jones à 22 000. Ou alors, on perd complètement confiance parce qu'on se dit que c'est dingue et que M. Trump, non seulement, effectivement, il tweet en 140 caractères, mais le problème, c'est que peut-être que géopolitiquement et économiquement, il pense également en 140 caractères et ça risque d'être un peu court. Ça c'est dit. Bon, les entreprises, peut-être, comme il nous reste pas beaucoup de temps. Eric, vous vouliez parler là, des grosses opérations Deux grosses opérations. Alors, lundi matin, on se réveillait en fusion Essilor-Luxottica. Logique, leader mondial de l'optique ophtalmique pour Essilor, et puis on est sur l'optique solaire et les montures. Alors c'est une OPE, c'est une OPE sur Luxottica. Synergie, on attend entre 400 et 600 millions d'euros. Alors Essilor est monté jusqu'à 118, a gagné 13%, baissant après. 2 problèmes. Position dominante, donc il pourrait y avoir un problème antitrust. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais il pourrait y avoir ça. Et puis, deuxième problème, des problèmes d'ego entre le fondateur de Luxottica et Hubert Senière, le patron d'Essilor. Il est plus si jeune, le fondateur de Luxottica. Qui a un ego surdimensionné, je parle du patron de Luxottica. Oui, c'est ce que il y a quand même eu 2 problèmes, mon cher Philippe. Lafarge Holcim, ça s'est passé très moyennement entre l'état-major. Et puis, Publicis Omnicom avec un clash complet. Donc, attention, ça ferait un groupe de 46 milliards de capi. C'est assez cohérent. Et puis l'autre opération, c'est sur Zodiac. J'avais beaucoup critiqué sur toutes les ondes possibles et inimaginables la stratégie de Zodiac qui avait fait 8 profit warnings en 2 ans. Ouais. J'appelais à la démission du PDG Olivier Zarouati, que je considérais comme un incompétent. Et bien finalement, 7 ans après son premier échec, Safran jette son dévolu sur Zodiac. Intéressant pour Safran parce qu'ils vont faire maintenant 50% de leur chiffre d'affaires dans les moteurs et 50% dans les équipements. Alors là aussi, c'est une opération intéressante. Il pourrait y avoir entre 200 et 300 millions de synergies annuelles. Zodiac, bien sûr, je pense qu'il faut apporter ces titres parce que l'État français a avalisé cette opération et sera le premier actionnaire du nouveau groupe avec 12% du capital. Maintenant, ma grande interrogation, c'est celle que je dis à chaque fois, je vais me répéter, c'est que 1 plus 1 dans ce monde des fusions-acquisitions ne fait sans doute jamais 2, ça fait sans doute 1,5. Et je me rappelle qu'en novembre 2015, c'était le 18 novembre, Air Liquide avait jeté son dévolu sur Airgaz. L'action Air Liquide valait 120 €. Depuis, elle n'a jamais refranchi les 120 € et elle se traîne piteusement autour de 103, 105 €. Alors j'aime beaucoup Air Liquide. Mais l'opération a été finalisée. Oui, mais c'est long. Ça veut dire que pour le petit actionnaire, très souvent, ça met des années à retrouver le cours d'avant l'OPA. Donc attention vraiment sur ces dossiers, d'autant plus que par exemple dans le dossier Essilor, l'action n'était pas donnée puisque je crois qu'avant l'opération, ça valait sur un PER supérieur à 25. Donc c'est très bien qu'il y ait des opérations à Paris. Attention aux synergies et attention de voir comment elles vont se faire. Une question relative à l'OPA de Safran sur Zodiac. Est-ce que ça veut dire que la stratégie de Zodiac va changer et va être du coup plus intéressante Est-ce qu'on a déjà des informations sur Zodiac avait des énormes problèmes sur les sièges d'avion. En fait, ils livraient Airbus et Boeing, ils avaient chaque fois des mois de retard.
Oui. Parce qu'ils n'arrivaient pas à On se livrer. rappelle. Surtout sur le haut de gamme. Ouais. Sur le haut de gamme. Et donc, il y avait pas des procès, mais il y avait vraiment des incantations de la part d'Airbus et Boeing. Avec cette stratégie, ils vont complètement être dilués chez Safran. Donc, on peut penser qu'il y aura moins de retard et on peut penser qu'il y aura plus de synergie et moins de problèmes. Et puis, pour le groupe Safran, c'est intéressant d'être vraiment sur équipement et les sièges, sur les moteurs, pardon, et les équipements. Maintenant, encore une fois, moi, ma grande incertitude, c'est ces grandes fusions. Autant quand c'est une small cap, je n'ai aucune incertitude parce que quand vous rachetez une boîte qui fait 100 fois moins que vous, la synergie se passe bien. Quand c'est deux groupes, pas de taille égale, mais quand même des groupes très importants, il peut y avoir des couacs. Donc vraiment attention, je sais qu'on en a dans la lettre PEA du Safran. Il va falloir vraiment s'interroger dans les semaines qui viennent pour voir est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas la valeur. Très bien, écoutez, ça vous pourrez retrouver dans la lettre PEA d'Eric Lewin. Philippe, un petit mot pour conclure ? Alors, je pense qu'on va retrouver de la volatilité sur les marchés très rapidement. Peut-être dès 18h ce soir. Peut-être dès 18h ce soir aux États-Unis. La semaine à Paris, elle s'achève là quand même sur une perte de près de 2%. On va peut-être avoir une 5e séance de baisse consécutive. C'est du jamais vu depuis janvier 2016. Mais pour l'instant, 5 séances de baisse. Aucun support cassé. Donc pour l'instant, les analystes techniques, eux, resteraient confiants. Mais le problème, c'est que les vraies grandes corrections, elles arrivent lorsque le marché est justement au top de sa confiance. On l'est actuellement, avec toujours un VIX autour de 11,5, c'est-à-dire les valeurs historiquement les plus basses, alors qu'on est devant une incertitude économique et stratégique aux États-Unis, comme on en a peu connu depuis les années Reagan. Et puis il y a aussi la Chine qui nous annonce 6,7% de croissance en 2016. Je pense que si on retire un bon tiers, on est plus proche de la vérité. La production industrielle en baisse de 0,6 et la dette qui en face de ça explose littéralement. Et si effectivement il faut éponger toutes les mauvaises dettes en Chine, on s'en va vers une liquidation massive de T-bonds américains. Je vois alors là l'impact sur les taux se rajouter éventuellement aux anticipations inflationnistes, ça peut quand même être du lourd. Oui, alors je conclurai justement en disant au sujet de la Chine, Jim Rickards, qui est un de nos analystes américains, a fait l'analyse suivante sur les 4 000 milliards de réserves, de réserves étrangères. La Chine en a déjà vendu plus d'1 milliard, elle a 1 milliard dans les investissements, 1 milliard qu'elle doit réserver sur les banques, donc elle a plus qu'1 milliard en fait pour terminer l'année 2017. Plus de l'or. Là, elle on ne sait pas ce qu'elle a comme stock d'or. Et c'est la grande incertitude, donc tout ça c'est positif pour l'or sans doute. Maintenant, gros danger peut-être à venir de la Chine. On en reparlera la semaine prochaine. Un mot, moi, je voudrais dire, je serais curieux de savoir comment Trump va être investi. Vous vous rappelez que quand Nixon, vous étiez toute petite, Nathalie, Philippe avait déjà 22 ans, quand Nixon a été investi en 69, on lui avait lancé des œufs. Le jour de l'investiture de Nixon à Washington, on lui avait lancé des œufs. On parie sur quoi ce soir ? Eh bien, et en fait, Trump et Nixon sont les présidents les moins aimés de l'histoire un jour d'élection. Donc on verra ce qui se passe, il pourrait y avoir pas mal de choses. Déjà, il y a beaucoup de chanteurs qui sont décommandés. Je serais curieux de savoir quand même la réaction du public de Washington aujourd'hui. Eh ben, on en reparlera la semaine protégé prochaine. ce soir par les Hells Angels et tous les bikers des États-Unis, donc ça va bien se passer. Super. Merci Philippe, merci Eric. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau débat de la Bourse au quotidien. Bon week-end et bonne semaine à tous.